Alors, si on parle, si on revient un petit peu, on a dit qu'on voulait voir un petit peu l'évolution, parce que c'est important de voir le passé pour pas faire les mêmes erreurs déjà, C'est juste. parfois, C'est ou juste. pour voir ce qui était bien, mais aussi de continuer en essayant de trouver des nouveaux systèmes qui vont bien fonctionner. Si on revient tout au début des organisations, on avait dans les années 20, on va dire, avant même les Ouais, années même 20. avant, première révolution, les premières révolutions industrielles, 1870, 1880, on a vraiment cette première tendance d'organisation qui arrive sur le marché où tout est très carré, tout est structuré. On cherche, si vous voulez, au plus de productivité sans se soucier du tout de ce qui se passe au fond chez l'être humain, quoi. Donc du coup, les premières écoles, que ça soit Weber ou que ça soit Fayol, on est vraiment dans de l'organisation stricte, scientifique. Il faut produire, 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 produire. Et du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport à ces écoles-là, on est à contre-courant aujourd'hui complètement. On va faire quasiment l'inverse de ce qu'ils faisaient, quoi, dans l'absolu. Effectivement, Fayol, lui, il disait qu'il y avait 5 tâches essentielles dans l'entreprise, qui étaient d'anticiper et de planifier, d'organiser un petit peu son entreprise, de ses tâches, mais aussi les fonctions RH et matériel, de commander un petit peu les tâches et les instructions à faire, Ouais. coordonner et contrôler tout ça. Mais ça, on va voir que ça a bien évolué. Bah, ça a évolué, mais ça a été long là quand même. Il faut s'apercevoir qu'on part effectivement du tout début euh, du XXe siècle, donc du coup ça a pris du temps. Et donc du coup, au tout début, donc, ce qu'on a appelé l'OST, donc l'Organisation scientifique du travail dont on parlait tout à l'heure, a pris deux formes dont on n'a pas encore parlé, qui sont les formes horizontales et verticales du travail. C'est-à-dire que horizontale, on a une décomposition de chaque opération, si vous voulez, du travail, de chaque élément. Chaque geste est étudié et chronométré, quoi. Donc là, c'est notre fameux film Les temps modernes avec Charlie Chaplin, qui a d'ailleurs un excellent film, je vous recommande, c'est absolument génial, les temps modernes. Et puis on a une organisation verticale où la réflexion, la préparation, l'exécution, le contrôle sont faits par des groupes d'individus différents. Et là, effectivement, on voit bien la verticalité du truc. On a des subalternes qui font les opérations, qui sont dictées par les chefs du dessus, quoi. Oui, Et donc, du coup, ça vient de cette époque-là. Cette parcellisation, j'ai envie de dire, du travail vient de Taylor, mais aussi de quelques autres penseurs de cette époque qui ont travaillé sur la théorie et l'organisation des entreprises. oui, finalement, l'idée de Taylor, c'était d'utiliser au mieux les ressources de l'entreprise et effectivement de s'organiser différemment. Ouais, pour que ça aille au plus de productivité possible. Donc dans les années 30-40, après, on s'est intéressé finalement un petit peu aussi aux approches beaucoup plus humaines. On Tout en à parlait fait. au début. Tout à fait. Qui c'est déjà qui... Kurt Lewin, je pense que Kurt Lewin a été vraiment un des premiers, a été un psychologue américain qui a été un des premiers à vraiment s'intéresser au fond à tout ce qui était socio-culturel dans l'entreprise et à cette relation humaine dans le monde du travail, quoi. On considérait le travailleur vraiment comme quelqu'un qui doit accomplir une tâche lambda et qui doit répéter cette tâche au quotidien. Lewin a amené, si tu veux, Michael, une conception, une compréhension différente que si l'humain peut commencer à s'épanouir dans son travail, il va être plus productif. On n'avait pas du tout pensé à ça avant dans l'absolu. Oui, finalement, il a un petit peu remis à jour les motivations des individus, pourquoi ils venaient, ils se levaient le matin. Ça, c'est totalement dans les choses dans lesquelles, qu'on parle actuellement. Voilà, aujourd'hui, la motivation des salariés est quelque chose d'important. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte que ça a commencé dans les années 20-30 aux États-Unis et que 100 ans plus tard, donc aujourd'hui en 2020, en fait, on est encore à réfléchir à comment améliorer, à comment progresser sur ces ressources humaines, quoi. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça il y a bien longtemps. Et on voit bien, quand on regarde un peu le monde global, que dans des pays émergents,
ça peut être la Chine, le Brésil, l'Inde, on n'en est pas encore là dans les entreprises, quoi. Oui, c'est sûr que c'est aussi quelque chose de difficile pour les entreprises de détecter un petit peu les affinités des individus, d'affiner un petit peu les intérêts au niveau professionnel, les goûts, les motivations et la satisfaction finalement au travail. C'est tout ça, hein. Puis c'est tout l'enjeu, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, aujourd'hui, mais depuis bien longtemps, on cherche effectivement à faire en sorte qu'il y ait le plus de motivation, le plus d'implication possible, et donc comment on intéresse à ça les gens. Mais encore une fois, ça a pris du temps, ça a pris différents courants de pensée, et donc durant les années 20, 30, 40, 50, on n'était pas sur ces modèles-là. L'école des relations humaines a mis du temps à naître, a mis du temps à se développer, et on a toujours, d'un autre côté, si vous voulez, cette pression de production, de productivité qui est très présente dans le monde de l'entreprise. Oui, et puis c'est à ce moment-là qu'on a découvert une nouvelle vision de l'organisation, avec une organisation beaucoup plus informelle, avec un intérêt pour le management participatif. Ouais. Donc c'est là qu'est née ces nouvelles formes de management, avec la volonté d'éliminer les conflits, mais aussi d'assouplir les normes d'organisation de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qui ont un petit peu révolutionné. Complètement. Et puis on en parlait aussi dans un autre cours, mais il y a eu l'apparition d'un personnage célèbre qui est Maslow, et qui a, avec cette fameuse pyramide de Maslow, mais a aussi fait comprendre au monde de l'entreprise un peu comment fonctionnait l'être humain, et donc du coup on avait besoin de mettre ça, et là effectivement l'entreprise a vraiment évolué vers ce que tu disais, vers ces relations et ces nouveaux courants de pensée, quoi. Donc effectivement on a eu Maslow qui a eu un courant de pensée, mais on a eu aussi Mayo un petit peu avant en fait, qui expliquait que finalement, il fallait un petit peu s'intéresser aux individus pour que eux-mêmes, derrière, soient positifs au quotidien au travail. Maslow, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On peut maintenant un petit peu peut-être la travailler de manière détaillée. Donc on avait fait la première étape qui était du coup les besoins physiologiques. Tout à fait. Donc avec... le besoin de finalement de se nourrir, de boire, etc. Respirer, et du coup c'est vraiment les besoins primaires, au fond, quoi, les besoins primaires de l'être humain. Mais Maslow s'est aperçu qu'on avait besoin de ça, certes, mais qu'on avait besoin aussi de plein d'autres choses, et que le monde de l'entreprise pouvait répondre aussi à ça. Et notamment un besoin de sécurité, donc de protection, mais c'est bien au-delà, au fond, de la protection, j'ai un toit sur la tête, je suis protégé. C'est aussi être dans un environnement sécuritaire qui me permet d'évoluer tranquillement. Si j'ai un chef qui me tape sur les doigts systématiquement dès que je fais quelque chose, que ça soit bien ou pas bien, du coup, est-ce que je suis vraiment en sécurité ? Et donc, du coup, Maslow est venu travailler là-dessus, et ça a été assez intéressant, et puis là, il a continué à développer, quoi. Oui, effectivement... Et puis, ne serait-ce qu'au niveau sécuritaire, aujourd'hui, on est, en tout cas en France, dans un pays assez sécurisé, au niveau de l'emploi, au niveau aussi de la sécurité sociale, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à toute cette sécurité, finalement, les personnes ont un besoin supérieur. Donc pour rappel, finalement, Maslow, il explique que une fois qu'on a rempli nos besoins de primaires, c'est-à-dire que plus on monte dans les étages, plus il faut qu'on ait... d'autres besoins au fond. Oui, et puis plus il faut qu'on ait validé nos besoins primaires, nos besoins de sécurité. Et du coup, donc, le troisième besoin, que vous pouvez voir dans la pyramide, qui est le besoin d'appartenance à un groupe. L'appartenance, donc le besoin social, en fait, qui est effectivement dire je fais partie d'un groupe, je fais partie d'une entreprise, je fais partie d'un club, quelconque, tel qu'il soit, et donc du coup je suis dans cet environnement, et ça me conforte, moi, en tant qu'être humain, de faire partie de ce groupe. Et d'ailleurs, quand on remonte un peu là, sur des grosses entreprises, par exemple, je sais pas, on parlait de Michelin tout à l'heure, souvent on disait, les gens, c'est les Michelin.
Ouais, donc, tout à fait. et parce qu'ils font partie de cette famille-là, entre guillemets. Donc du coup, les besoins sociaux, c'est ça, c'est ce besoin d'appartenance et du coup de pouvoir vivre les uns avec les autres parce qu'on a besoin effectivement d'avoir des gens autour de nous pour pouvoir évoluer. Oui, oui, effectivement, ça regroupe plein de choses, hein, les clubs, pourquoi on suit un club de foot Juste, aussi, ouais, tout à fait. etc., etc. Et après, donc, le, le- la suite, c'est finalement l'estime, et justement, au sein de ce club, ou au sein de sa famille, au niveau du travail, c'est un besoin d'estime. Donc, comment ça se traduit, ça, On finalement? a besoin d'estime. C'est une des plus grandes clés d'ailleurs chez l'être humain. Si un jour, dans votre futur rôle, dans votre entreprise, vous devez devenir manager, n'hésitez pas à donner de l'estime parce que euh, ça va valoriser l'être humain et ça va faire en sorte qu'il va développer des compétences qui sont peut-être insoupçonnées. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de très fort. L'estime, la reconnaissance, on a besoin d'être reconnu dans le groupe dans lequel on est. On a besoin d'être complimenté. On a besoin vraiment qu'on nous dise ce que l'on fait de bien. Et donc, du coup, cette estime est vraiment très, très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui manque énormément dans les entreprises où la reconnaissance n'est pas tellement valorisée pour le coup. Et donc, du coup, il y a un manque de valorisation. Alors que c'est, pour moi, en termes managérial, si je puis dire, je le mets entre guillemets bien évidemment, mais une arme vraiment très forte pour faire en sorte que les gens puissent s'épanouir au travail et développer des compétences importantes. Oui, c'est sûr que c'est, encore une fois, voilà, primordial d'avoir cette estime, on le sait. Et en fin de compte, le dernier besoin, c'est l'accomplissement L'accomplissement, qui va de pair finalement un petit peu avec cette estime où en fait on va venir donner de l'autonomie et des responsabilités aux personnes pour qu'elles puissent être libres finalement. C'est la liberté, on pourrait dire que en c'est fin de juste. compte c'est la C'est liberté, juste. la dernière étape. L'accomplissement, c'est vraiment cette idée. Donc, on était dans l'estime en niveau 4, dans la reconnaissance, dans ce besoin de reconnaissance, et qu'au fond, là, on est passé au-dessus de ça. On s'estime suffisamment nous-mêmes, entre guillemets, mais pas de façon nombriliste, plus peut-être d'une autre façon, mais se dire, effectivement, je ne suis plus victime du regard de l'autre, je ne suis plus victime de ce qui se passe dans l'environnement, je suis sur l'accomplissement personnel, l'autonomie complète, et donc, du coup, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et ça donne énormément de confiance. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant quand vous en êtes à ce niveau-là, niveau 5 de la pyramide de Maslow, l'accomplissement, parce que vous avez cette responsabilité, cette autonomie, cette confiance en vous qui va faire de vous, au sein de l'entreprise notamment, mais pas que, mais voilà, une personne accomplie et quelqu'un qui va énormément, au fond, être gratifié et servir l'entreprise. Tout à fait. Alors maintenant, on a aussi Ezerg qui a fait une petite étude sur les 5 facteurs. Alors là, on est vraiment tourné sur le management, sur les 5 facteurs d'insatisfaction finalement des salariés. Euh, C'était marrant de travailler sur ces insatisfactions dans le sens où ça a permis énormément de progresser. On voit beaucoup ça sur d'autres sujets, hein, mais notamment en marketing. On va insister sur ce qui fait mal au fond, sur ce qui marche pas, sur ce qui fonctionne pas. Et Herzeg exactement a fait ça sur notamment la politique et l'administration, la politique de l'administration, pardonnez-moi, du personnel dans l'entreprise. Tiens, comment c'est géré? Est-ce que c'est bien géré? Et si c'est pas bien géré, et bah du coup on va pouvoir travailler là-dessus et faire progresser les choses. La même chose par rapport au niveau de hiérarchisation dans l'entreprise. Comment se positionne le supérieur hiérarchique? On sait que parfois, c'est une vraie insatisfaction par rapport à tout un nombre de salariés. Ils disent, entre guillemets, mon supérieur n'est pas le type le plus sympa de la planète ou pas la personne la plus sympa de la planète. Pourquoi? Et donc, du coup, il y a une vraie insatisfaction. Donc, on peut travailler sur ces effets de hiérarchisation qui sont très importants. La rémunération, bien évidemment, parce que la rémunération, c'est toujours un débat fort dans l'entreprise où on veut toujours avoir plus de salaire, plus de rémunération. Donc, c'est un domaine d'insatisfaction sur lequel aussi Herzberg a travaillé. Donc, du coup, c'est intéressant de faire progresser dans ce sens-là. Les relations entre les personnes, la communication, on sait à quel point c'est fondamental. Et puis aujourd'hui, on met vraiment, vraiment énormément d'accent là-dessus dans les entreprises, sur la communication interpersonnelle, et c'est vraiment très, très important. Améliorer cette relation pour diminuer les tensions, justement, et pour prévenir les conflits.
Et puis enfin, le dernier domaine sur lequel il a vraiment travaillé, c'est sur les conditions de travail. On parlait de sécurité en niveau 2 de Maslow, ça rejoint un peu ce niveau 2, et donc du coup, les conditions de travail, on le voit bien, nous effectivement, on est aussi dans un pays où les conditions de travail, de règle générale, on va dire pour les 90%, sont plutôt bonnes, plutôt agréables, mais parfois vous vous trouvez dans des endroits, dans des usines, dans des pays différents, où les conditions de travail sont difficiles, voire très difficiles, et donc du coup ça pose problème. Donc c'est un niveau aussi, c'est un problème d'insatisfaction pour un certain nombre de salariés. Oui, tout à fait. Effectivement, les entreprises sont obligées de s'adapter un petit peu aussi à tout ça, de faire attention aux conditions de travail, à la rémunération, aux relations. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le premier cours sur le macro, les micros et la fonction RH, où on disait que finalement la culture d'entreprise est très importante. Un dernier point, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Comme on le disait, comme on l'a dit d'ailleurs sur un chapitre précédent, la motivation, en fait, les sociologues ont réfléchi, tiens, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on va travailler? Est-ce qu'on va travailler que pour l'argent? Est-ce qu'il y a que cette motivation-là qui existe? Est-ce que l'homme a une aversion naturelle au travail ou pas? C'est vraiment deux courants de pensée très opposés, où on a d'un côté, on a eu pendant longtemps effectivement, d'un côté des gens qui pensent que l'homme n'est pas fait pour le travail et ne va aller travailler que s'il a une rémunération suffisante ou où il y a la carotte et le bâton, quoi, si je puis dire. Et d'un autre côté, où certains autres psychologues pensent que l'homme peut tout à fait aller travailler par plaisir, dans le sens de se développer aussi humainement, dans le sens de créer quelque chose, et que ça fait une vraie différence dans l'engagement professionnel, mais aussi ça fait une différence dans l'évolution, dans la carrière de tout un chacun. Donc c'est vrai que cette envie, au fond, n'est pas perçue de la même façon pour les uns ou pour les autres. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, ça existe encore de nos jours. Moi, à titre personnel, je pense qu'on peut vraiment avoir une vraie motivation à faire quelque chose de plaisant, à faire quelque chose d'engageant, qui va faire qu'on va construire quelque chose et que effectivement, on aura un salaire pour ça, c'est juste et c'est normal, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui vont apparaître et n'oublions pas que on passe quand même beaucoup de temps de notre vie au travail, ne serait-ce que si on fait 35 heures par semaine, 47 semaines par an pendant 40 ans, ça fait quand même vraiment beaucoup de temps au travail. Donc on a intérêt à avoir une motivation intrinsèque autre que l'argent pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être bien au quotidien, pour prendre du plaisir dans notre travail. Donc voilà un peu tout ce que l'on pouvait dire sur l'organisation et notamment les différents courants de pensée.